28 octobre 72, sur la 33 gauche de Blagnac, un gros biréacteur un peu haut sur pattes, en pleine poussée, roule, puis s'arrache de la piste dans une apparente facilité. C'est l'envol du premier Airbus, un A300B. Il écrit dans le ciel de Toulouse les premières lignes d'une histoire aujourd'hui trentenaire. Une histoire à laquelle même les plus optimistes n'auraient pas osé rêver. Pour permettre ce premier vol et poser la première pierre de l'édifice, 4 années de travail ont été nécessaires. Comme aujourd'hui, les tronçons étaient venus d'Allemagne, de Saint-Nazaire, les voilures d'Angleterre, les guppies et les belugas ne transportaient pas encore les tronçons. Le cortège traversa toute la France jusqu'à Saint-Martin-du-Touche. À regarder ces images, des convois empêtrés dans les fils électriques et les branches de platane, mettant près de 2 semaines à rejoindre la chaîne d'assemblage, on comprend que les Américains de chez Boeing continuent en cette année 72 à dormir sur leur laurier et leurs 90% de part de marché. Ça ne marchera jamais, disait-il. Construire un avion aux 4 coins d'Europe, puis rassembler les morceaux à Toulouse, encore une lubie bien française. De l'autre côté des pistes, la bataille commerciale s'engageait, sans expérience sur les marchés, mais avec la crédibilité technique du Concorde, ont tenté d'atteindre un premier objectif. Airbus, dernier né d'une longue et prestigieuse lignée, dont Clément Ader esquisse près d'un siècle plus tôt les premières liasses de plans. C'est en fait pendant la guerre de 14 que sont assemblées les premières séries d'avions à Toulouse. Les Salmson, mais surtout le Breguet 14. 1 millier d'entre eux est fabriqué à Montaudran par les usines Latécoère. Pierre-Georges Latécoère, industriel visionnaire, se lance ensuite dans la fabrication industrielle de ses propres machines. Émile de Watine, l'un de ses ingénieurs, fonde à son tour ses usines. Il est le premier à fabriquer des appareils tout en aluminium. L'après-guerre voit redémarrer l'industrie aéronautique avec une nouvelle vigueur. Ici, le Laté 631. Il préfigure les géants du ciel. Cet hydravion colossal est presque aussi grand qu'un A340. Le nouvel hydravion géant qu'elle montre aujourd'hui au grand jour sera comme un symbole de leur qualité. Avec ses 6 moteurs, dont la puissance approche 10 000 chevaux, avec ses 58 mètres d'envergure, le futur courrier intercontinental peut emporter à 380 à l'heure 50 passagers et 6 000 kilos de fret sans escale à travers l'Atlantique. Viennent ensuite les Languedoc, les Armagnac, mais ces appareils transcontinentaux ne sont produits qu'en série limitée, jusqu'au succès de Caravelle. Avec 380 exemplaires, ce biréacteur est le plus grand succès commercial des usines toulousaines dans les années 60. Vient ensuite Concorde, bien sûr, inégalé à ce jour, le plus bel avion du monde selon certains. Il a pris sa retraite il y a quelques mois. Échec commercial, mais réussite technologique, les innovations mises au point sur le supersonique, comme les commandes de vol électriques, sont toujours utilisées sur la gamme Airbus. Airbus, enfin, dont le dernier né sortira des chaînes d'assemblage dans quelques mois, l'A380 innovera une nouvelle fois dans l'histoire du transport aérien commercial, digne héritier d'une histoire aéronautique exceptionnelle dont lui reviendra la charge d'écrire un nouveau chapitre. Voilà, et nous aussi, nous nous sommes rapprochés pour mieux vous le faire toucher du doigt, cet avion géant. Nous sommes là, effectivement, sur le fameux poste 40 dont vous parliez tout à l'heure, Thierry. Voilà, on est juste en avant de l'appareil. C'est ici que va venir s'ajuster la pointe avant, qui sera un des éléments rajoutés à l'appareil au fur et à mesure de sa progression dans ce hall. Alors, sur ce plateau, nous avons rejoint Charles Champion, qui est le patron de ce programme A380, hein, et puis aussi Guy Weissenbacher, qui lui, donc, est le patron de cette usine. Il a suivi toute la construction. Il va nous aider aussi à raconter un peu cette histoire-là. Charles Champion, j'ai envie de commencer avec vous. On vient de vivre quand même des heures qui sont toujours assez émouvantes, hein, qu'on soit industriel ou qu'on ne le soit pas, comme nous. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un point d'arrivée ou c'est vraiment un point de départ? Ni un point d'arrivée ni un point de départ, mais une étape très importante parce que c'est la concrétisation de l'avion. Donc l'avion commence à prendre forme. On voit déjà les prémices de ce sera le premier vol. Alors ce premier vol, il est toujours programmé à peu près pour la fin du premier trimestre 2005. Vous pouvez nous résumer les étapes qui nous séparent de ce premier vol? On va d'abord construire l'appareil et puis ensuite on va aller aux essais. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent? Alors d'abord, concrètement à court terme, l'avion qui est derrière nous, c'est un avion pour la cellule d'essai statique. Donc celui-là ne volera pas. Le 27 mai, il sortira de ce poste et arrivera l'avion 1, le premier avion qui volera et qui commencera à être assemblé donc sur ce poste. Ensuite, la mise sous tension de cet avion en juillet. Les essais pendant la deuxième période de cette année
la préparation au vol, le montage des moteurs et le premier vol en début 2005. Alors on l'a vu dans ce reportage, Toulouse et le Grand Sud-Ouest, de l'Atlantique à la Méditerranée, de Bordeaux à Montpellier, a déjà construit de nombreux avions, des succès très souvent, et des avions parfois gigantesques. On s'inscrit finalement dans une certaine tradition, notamment quand on regarde cet énorme hydravion qui était la version qui avait été choisie pour essayer de construire les premiers transatlantiques, c'était déjà en 1946. Oui, le LAT 631. Non, ça veut dire que c'est une longue histoire, l'aéronautique, qui se bâtit sur des compétences, sur de l'expérience, sur de l'innovation. On ne devient pas avionneur du jour au lendemain. Et donc finalement, c'est tous les hommes et les femmes de Midi-Pyrénées qui contribuent au cours de leurs différentes générations à créer ce qu'est Airbus et la 380 aujourd'hui. Alors, vous restez avec nous, bien évidemment, Charles Champion. Monsieur Weissenbacher, donc vous qui avez suivi cette construction, d'abord, j'aimerais qu'on voit tout de suite quelques images qui traduisent en accéléré des semaines et des mois de travail et qui symbolisent, on va tout de suite le voir, la création de cette immense aventure. Parce que quand on fait l'aéronautique, ça démarre souvent par du génie civil. Et là, pour le coup, on est quand même sur du bel ouvrage. Hein. Je crois, oui. Alors pour moi, j'ai aujourd'hui une émotion particulière parce que j'avais la charge de la construction de l'usine. Naturellement, elle n'est pas tout à fait achevée, mais aujourd'hui correspond pour moi au jour où se termine le projet STAR, qui était le projet de construction, et où débute l'usine Jean-Luc Lagardère en fonctionnement. Donc d'une certaine façon, aujourd'hui, je passe le témoin à Jean-Claude Schopf, qui est le responsable de l'assemblage de l'avion. On a bien compris tout à l'heure, vous avez le sentiment du travail accompli et bien accompli, puisque vous avez tenu les calendriers. Ça n'était pas chose gagnée il y a 2 ans quand tout a commencé ici. Tout à fait. L'aventure a commencé fin 2000, mais l'aventure de la construction ne pouvait pas commencer avant 2002, tout simplement parce que le terrain n'était pas disponible. Et on savait dès le départ que l'ensemble de l'opération devait tenir dans 2 ans. Alors on a eu un petit peu de temps pour s'organiser, mais après il n'y avait vraiment plus d'une minute à perdre. Alors est-ce qu'à un moment vous avez pensé de ne pas tenir les délais, notamment pour des raisons météo? Non, là aussi vous avez eu un peu de chance. Pour les raisons météo, on a eu beaucoup de chance, vraisemblablement un peu de talent aussi. Et pour justement ne pas être tributaire des raisons météo, on a inventé ou organisé des systèmes constructifs qui étaient fiables. C'est comme ça qu'on a imaginé de monter toutes les toitures au sol et de les hisser. On a fait ces opérations chaque fois au jour prévu et quelquefois sous des rafales de 120 km/h. D'ailleurs, ce bâtiment est prévu, on sait qu'ici à Toulouse, il y a du vent, parfois très fort, du vent d'automne notamment. Alors il a été prévu pour résister jusqu'à quelle vitesse de vent? Donc il a déjà subi les rafales de 120 km/h. Mais rassurez-vous, les conditions les plus graves, les plus graves pour les bâtiments, les plus fortes, ce sont celles qui interviennent pendant la durée de construction du bâtiment. Une fois que le bâtiment est construit, il est moins vulnérable au vent. Alors Guy Weissenbacher, ici on est peu de choses quand on est dans cette usine et on perd un peu ses repères. Alors on utilise souvent des images, là au-dessus de notre tête, quand on est dans cette usine, on a quasiment la hauteur de Notre-Dame de Paris. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Voilà. La hauteur maximum du bâtiment est de 46 mètres. Et en volume et en surface, on parle de la surface du musée du Louvre. Ça, c'est plutôt joli comme image. Ou 24 terrains de foot pour ceux qui préfèrent effectivement une image sportive. C'est tout à fait ça. Vous savez, le 380, ses dimensions sont 80 mètres de long, 80 mètres d'envergure et 80 pieds de hauteur. Chaque hall fait 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Et ici, vous avez plus de 8 halls consécutifs, adjacents. Alors la charpente qui est au-dessus de nous, que l'on peut apercevoir, elle-même a été hissée, on l'a vu sur ces images, elle pèse très très lourd, il n'y avait aucune autre façon de la mettre en place finalement. Si, il y avait bien entendu d'autres façons de le faire, mais il n'y avait qu'une façon de le faire en tenant les délais. Et pour ce hall-là qui fait 250 mètres de long et 125 et 115 mètres de large, on a monté la charpente qui fait 8000 tonnes et elle a été hissée, enfin souvenez-vous, c'était au mois de février, le 17 février dernier. Alors 8000 tonnes, on l'a beaucoup dit, mais je me plais à le répéter, c'est plus que la Tour Eiffel. Et ce sont nos amis italiens de Cimolai qui avaient réalisé cet exploit. Merci Guy Weissenbacher. Avant d'en arriver à cet avion là qui est derrière nous, il y a eu un certain nombre de tronçons. Ça aussi, ça fait partie d'un des enjeux industriels forts de ce programme. C'est comment acheminer ces morceaux hors normes pour cet avion qui lui sera aussi hors norme. Eh bien, on va tout de suite regarder quelques images du passage des convois de cet Airbus A380 et des tout premiers tronçons. C'était il y a quelques semaines. Voilà, c'était notamment sous le pont de Pierre à Bordeaux. Et c'est globalement une image rare, une image spectaculaire que l'on va tout de suite regarder.
Voilà, que l'on arrive de Hambourg, de Retafe en Espagne ou bien de Brighton en Angleterre, les tronçons ou les morceaux d'ailes arrivent par voie aérienne, par voie maritime, puis par voie routière. Mais le point le plus étroit, le chat de l'aiguille, je dirais, c'était le pont de Pierre. Et c'était un moment très émouvant qu'on voit en ce moment, le franchissement par la barge qui peut s'ajuster au niveau de l'eau sous ce pont. Alors, on le voit, pour reconstituer ce puzzle industriel qui fait toute la particularité de ce système Airbus qui a déjà fait ses preuves, eh bien, ces morceaux de la 380 empruntent des moyens de transport très divers. C'est ce que je vous propose de revivre et de revoir à travers ce reportage sur la route de la 380 de Damien Ordas. Objet roulant bien identifié. Et pourtant, cette nuit du 22 avril, les habitants stupéfaits découvrent pour la première fois les ailes gigantesques de la 380. Mais avant que cet itinéraire à grand gabarit soit opérationnel pour accueillir les convois, il aura fallu près de 3 ans de travail. Un chantier titanesque pour ce tracé de 250 km reliant Langon au site d'Aéroconstellation à Blagnac. Pour accueillir les convois, les voiries ont été élargies. 12 000 arbres ont dû être abattus, même si 50 000 ont été replantés par la suite. Il a fallu également réaménager les lignes à haute tension. Et malgré des mouvements de grève des archéologues, de la protestation d'associations de riverains et la protection du scarabée pique-brune, le calendrier des travaux a été maintenu dans les temps. En novembre dernier, le convoi test peut enfin s'élancer, avec notamment un passage délicat dans le village de Lévignac. Mais le grand moment fut incontestablement le premier convoi grandeur nature avec 3 gigantesques tronçons. Langon ce lundi 5 avril 2004, il est 22 h, les 3 remorques avec les différents fuselages prennent alors la route. Durant tout le tracé, les équipes préparant le terrain jusqu'au moindre détail, avec toujours ce passage impressionnant dans les Vignacs. Devant une foule en majorité enthousiaste, il faut faire passer 22 à 28 mètres de long, 8 mètres de large et 11 mètres de haut. La situation n'est pas critique, mais il y a tellement de gens qu'on ne voudrait surtout pas créer un accident. Voilà. Après 3 nuits de parcours à une vitesse moyenne de 20 km/h à travers 2 régions, 4 départements et 50 communes, les tronçons arrivent enfin à Blagnac, lieu où sera assemblée la 380. Voilà, Charles Champion, c'était aussi un moment d'émotion dans la nuit, ce passage à Lévignac. Est-ce qu'à un moment, vous avez tremblé pour les pièces qui vous étaient livrées et que vous alliez prendre en compte quelques heures plus tard? Pour les pièces, non, parce qu'on avait tout essayé, mais c'était un moment d'émotion formidable avec des milliers de gens tout le long du parcours, beaucoup d'émotions, des applaudissements et finalement un moment formidable. Alors là, on s'est bien rendu compte de la popularité, du véritable engouement de la population du Grand Sud-Ouest autour de ce projet et en général autour de la construction aéronautique. Il y a une formidable mobilisation à l'extérieur comme à l'intérieur, toutes les équipes. On a une centaine de personnes sur le poste derrière vous qui travaillent en double équipe pour sortir l'avion à temps et le sortiront à temps. Voilà, de Toulouse à Bordeaux, de Bordeaux à Toulouse, Olivier. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, dans ce grand programme, il y a les poids lourds, bien évidemment, les grosses industries. Il y a aussi, bien évidemment, des entreprises qui ont obtenu des marchés. Et souvent, elles ont pris des risques financiers importants. On en parlera dans quelques secondes avec le directeur de Thales Avionics du Haillan, donc tout près de Bordeaux. Je vous propose tout de suite de voir aussi la contribution que peuvent avoir des petites et moyennes entreprises d'Aquitaine. On va aller successivement dans le Lot-et-Garonne et en Gironde. C'est un reportage de Yannick de Solmignac. Un gigantesque mécano européen. Mais l'aventure industrielle de l'A380 ne se limite pas au site de Nantes-Saint-Nazaire ou de Toulouse. Le succès escompté du futur gros porteur d'Airbus reposera pour une bonne part sur la sous-traitance. Un secteur diffus et discret de PME qui doit s'adapter constamment aux exigences des donneurs d'ordre. C'est dans cet état d'esprit que Jacques Aschini a fondé son entreprise à Marmande il y a une trentaine d'années. Elle emploie aujourd'hui 80 personnes. Je crois que pour être retenu dans une sélection, il faut y penser avant et il faut se préparer. C'est un peu comme un sportif qui veut gagner une compétition. Ce n'est pas le jour de la compétition qu'il doit se préparer. En ce qui nous concerne, il y a une quinzaine d'années que nous avons œuvré dans ce domaine-là et être sous-traitant de niveau 1, c'était s'exposer à être consulté sur la 380. Ceux qui n'étaient pas évidemment retenus à niveau 1 ne pouvaient pas être consultés, à part en deuxième niveau par des équipementiers. Aujourd'hui, certaines pièces du Rafale Marine, d'hélicoptères ou d'avions produits par Airbus ou Boeing sont étiquetées Made in Lot-et-Garonne. Les éléments de l'A380 sont en cours de production, des pièces en titane ouvragées comme de la dentelle. 2 millions d'euros d'investissement, une course effrénée à la productivité, c'était le prix à payer pour gagner ce marché.
Bien entendu, A380 pour nous est un gros programme puisqu'il est générateur. Je vous rappelle, chaque fois qu'un avion s'élève, il y aura 1000 heures de travail effectué dans la société, soit l'équivalent de 6 personnes cette année en 2004 et 9 en 2005, la charge intéressante pour cet avion. L'aéronautique, ce n'est pas vraiment la spécialité de cette entreprise de Léonia en Gironde. Ses tubulures modulaires se retrouvent plutôt sur des chaînes automatisées, mais son savoir-faire a attiré l'attention d'un cabinet d'études qui lui a confié la réalisation d'échafaudages pour l'assemblage de l'avion géant. Là, on est en fait sur un concept ergonomique pour assister l'opérateur sur la manipulation d'une structure spécifique à la 380 sur le même moteur. Une réalisation modeste comparée à la structure destinée à l'empennage de l'A380. Un échafaudage de 11 mètres de hauteur, le plus gros ensemble jamais conçu dans cet atelier. L'aéronautique est un marché un petit peu marginal pour nous. Pour cette application, donc, on a été sollicité par un sous-traitant. On a fait une offre donc, concernant notre produit en mettant en exergue l'aspect modularité. Et ils ont retenu donc, notre offre de service sur cette application. Comme le Marmandais Askini, AIO fait figure d'exception en Aquitaine. Aujourd'hui, chaque A380 représenterait moins d'1 million d'euros pour la région, contre près d'1,5 million pour les voisins de Midi-Pyrénées. Une leçon pour les industriels locaux qui, cette fois, ont décidé de s'organiser face au prochain programme Airbus, celui de l'avion de transport militaire A400. Oui, et sur cet Airbus militaire, effectivement, la région bordelaise et les industries bordelaises auront vraisemblablement une contribution industrielle assez importante. Pierre-Éric Pommelet, vous faites partie de ceux qui, dans ce programme A380, vous prenez un risque. Vous allez travailler sur votre métier qui est l'électronique embarquée. On va voir quelques images de ce que vous réalisez déjà au Hayan. C'est ces fameux écrans cathodiques que l'Airbus A320 avait déjà rendu particulièrement célèbres et qui là, pour le coup, auront aussi, bien évidemment, une place de choix dans le cockpit de cet Airbus A380. Vous avez pris un risque financier en partant dans ce programme ? Je crois que tous les partenaires d'Airbus dans ce programme prennent un risque ensemble. Nous sommes des véritables partenaires. Les développements sont compliqués, mais à notre portée. Je veux dire, c'est extrêmement émouvant de voir cet avion en train de prendre forme. Et je dirais que aujourd'hui, le risque est maîtrisé. Nous sommes à l'heure et nous avons livré nos premiers cockpits pour les premiers avions. Alors, risque maîtrisé industriellement, vous êtes à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les garanties d'y trouver quelque part votre compte, bref, d'en faire une affaire rentable, de ce choix, en sachant qu'on est quand même sur un programme et sur un marché où on a une concurrence qui est redoutable? Alors la concurrence est redoutable. C'est vrai que tout ce qu'on a vu aujourd'hui lors de cette cérémonie nous donne confiance, parce que Airbus, avec ses partenaires, ses clients, vont représenter pour nous et pour les entreprises d'Aquitaine des marchés pour longtemps. La 380 est un avion qui va être fabriqué pendant des dizaines d'années. La 380, par rapport à l'ensemble de vos activités, ça représente quoi? Vous êtes beaucoup sur le militaire aussi, Alors on est au Hayan 50-50, 50% civil, 50% militaire. Et la 380 est aujourd'hui clairement notre plus gros développement civil. Pierre-Éric Pommelet, merci. On reviendra peut-être tout à l'heure sur une autre contribution de l'Aquitaine à cet avion. Je veux parler de la roulette de nez, le train avant de cet énorme Airbus A380. Vient de nous rejoindre Monsieur Forgeard. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui, inévitablement, pour cette belle aventure aéronautique Airbus. On a bien entendu votre hommage appuyé et celui de Jean-Pierre Raffarin à l'homme qui manque aujourd'hui, Jean-Luc Lagardère. Oui, absolument. Jean-Luc Lagardère, en fait, a tout permis. D'abord en suscitant la création de ADF, ensuite la création de la société intégrée Airbus, et puis en jouant un rôle déterminant par sa vision personnelle dans le lancement de la 380. Oui, Noël Forgeard, vous nous avez présenté tout à l'heure les 11 compagnies clientes sur une plateforme de lancement qui aujourd'hui se situe à environ 130 appareils. C'est une plateforme commerciale de lancement qui va au-delà de vos espérances. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand vous avez lancé tout à fait, parce que normalement, à ce stade du lancement d'un programme, on a plutôt 50, 70 commandes. Voilà, c'était la plateforme ça fait même 200 avec les options qui sont attachées. Oui, c'est une base de lancement très forte. Alors ici, on prévoit dans un premier temps évidemment de faire ce prototype, cet avion qui est destiné, on va le voir un peu plus loin, à être détruit pendant les essais statiques. Puis après va commencer la production du premier avion pour les essais en vol et des avions destinés aux compagnies clientes. Quel va être le rythme de production dans son accélération ici dans ce hall, Jean-Luc Lagardère? Alors d'abord, ce que vous décrivez très bien, c'est demain, le 25 mai. L'avion qui est actuellement dans les outillages est poussé par le suivant. Et le suivant, c'est le premier avion qui, lui, va voler au premier trimestre de 2005. Et puis ensuite, on va monter en production progressivement.
pour atteindre en rythme de croisière, c'est-à-dire environ en 2008, 4 avions par mois. Alors, dans un avenir plus lointain, il va falloir évidemment rentabiliser tous ces investissements, les études, la conception, puis ensuite les essais. À partir de combien d'avions vous passez ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le moment où l'avion commence à devenir très rentable quand il est vendu? Alors l'avion, en fait, il est rentable dès le début parce que les frais de recherche-développement, les investissements passent dans nos comptes actuellement. Et actuellement, quand on parle du résultat d'Airbus, on déduit déjà chaque année tous les frais de recherche. Donc dès qu'on va se mettre à livrer l'avion, disons à partir de 2007, eh bien on va faire des bénéfices sur la 380. Alors maintenant, il y a une autre question dans ce que vous dites, c'est à partir de quel moment est-ce que par le bénéfice sur les livraisons, on aura récupéré les investissements actuels? Alors ça, c'est environ au 250e avion. Mais on espère en fabriquer au total plus de 1000. Il y a un point qui reste très politique et polémique en même temps, j'allais dire, qui est celui des avances remboursables. Il n'existerait pas ces programmes-là sans l'aide des États. Et là-dessus, les Américains vous observent particulièrement. Quelle réponse vous leur donneriez aujourd'hui par rapport à cette idée qu'ils répandent eux-mêmes que l'industrie aéronautique européenne, en fait, elle est sous perfusion? Oui, ils nous observent attentivement et moi je les observe aussi. Parce que nous recevons des avances remboursables qui portent intérêt. En fait, ce sont des prêts. Et je ne veux pas avoir l'air désinvolte vis-à-vis des gouvernements, mais aujourd'hui on pourrait même s'en passer. Mais bon, ce sont des prêts qui portent intérêt. Et puis les Américains de leur côté reçoivent jusqu'à 3% de subventions directes. Donc c'est un système qui a été jugé très équilibré en 1992 entre l'Europe et les États-Unis. À mon avis, il n'est pas tellement équilibré, il profite plutôt aux Américains qu'à nous. Quoi qu'il en soit, on respecte strictement les règles du jeu. Alors, on a parlé d'argent, on va rêver un petit peu parce que l'avion, c'est aussi, et parfois avant tout du rêve. On a vu ces images extraordinaires des aménagements commerciaux. Ce sont les premières classes, les first class ou les business, puis ensuite les classes touristes. C'est un avion qui là aussi va révolutionner l'art du voyage. Alors, je ne sais pas si on peut nous montrer les propositions que vous faites, vous, en tant que constructeur, à des compagnies. Alors, tous les appareils ne seront pas aménagés comme on peut le voir sur ces images. Ça fait un peu penser à Star Trek, d'ailleurs, vous savez, ce vaisseau intergalactique. Alors, tous les appareils ne seront pas de ce type-là. Néanmoins, vous proposez aux compagnies clientes des aménagements tout à fait sophistiqués avec, on a dit, des salons de coiffure, une douche, une boutique pour faire son shopping en détaxe. Vous pensez que beaucoup de clients vont vous commander les avions comme ça? Écoutez, on propose un mécano, les éléments d'un mécano. L'intérieur de la cabine, ça fait vraiment partie de la marque de la compagnie aérienne. Ça appartient à la compagnie aérienne. Nous, là, on est un prestataire de service. On fait ce que la compagnie souhaite. Si une compagnie souhaite tirer le meilleur profit économique de la 380 en faisant voler 800 passagers, on lui mettra 800 sièges. Et si elle souhaite une conception super luxueuse avec une grande first class, un casino et un duty free shop, on lui fera une configuration super luxueuse. Donc on est tout à fait flexible. Néanmoins, l'immense majorité des usagers du transport aérien voyagent en classe économique, on le sait. Malgré tout, cette classe économique sera supérieure à celle que propose ou que proposait Boeing sur son 747. Il y aura un peu plus de place pour tout le monde et un peu plus de confort. Il le faudra parce que les vols vont durer vraiment très longtemps, plus de 14 heures avec cet appareil. Tout à fait. On a conçu cet avion grâce à ces deux ponts pour qu'il puisse offrir environ 30% de plus de mètres carrés au sol par passager. Alors, il appartient à la compagnie d'affecter cette surface supplémentaire à chaque siège, si j'ose dire, ou de garder la même densité qu'actuellement et de faire des aires communes, bibliothèques, enfin, tout ce dont on parlait tout à l'heure. Merci Noël Forgeard d'avoir été avec nous en direct pour cette émission spéciale ici, je le rappelle, de ce hall d'assemblage de l'Airbus A380, ce hall Jean-Luc Lagardère. L'assemblage, j'aimerais qu'on en reparle avec vous Thierry. On va rappeler les quelques étapes là maintenant qui attendent l'avion. Et on va tout de suite d'ailleurs voir ça en images, Thierry. Voilà, alors l'assemblage, il a commencé par ce qu'on appelle les premiers copeaux, c'est-à-dire dans les usines de Hambourg, dans les usines de Buxtehude en Allemagne ou bien à Saint-Nazaire, plus près de chez nous. On a commencé à fabriquer des pièces, à usiner des pièces qui ensuite ont permis de construire des sous-ensembles, les fameux éléments, les fameux tronçons qu'on a vu arriver par la route, pour se retrouver tous ici. Là, on voit une ferrure, vous voyez la taille de la pièce qui va être installée dans quelques instants au niveau de l'emplanture du
tunnel, c'est-à-dire au moment où l'aile rejoint le fuselage. On installe cette pièce à l'intérieur du réservoir et elle contribue à solidariser la voilure, c'est-à-dire l'aile, avec son fuselage. Alors vous voyez, il y a des outils très très importants. Par exemple, cette machine qui sert à pré-percer, c'est-à-dire à préparer l'endroit où on va installer des rivets un peu plus tard, eh bien elle est tellement lourde, elle pèse entre 15 et 20 kg qu'il a fallu prévoir des vérins pour que les compagnons puissent soulever la machine. Ici, nous pénétrons à l'intérieur du réservoir. On est dans le réservoir de l'appareil, dans l'un des réservoirs qui emporteront 300 tonnes de carburant pour pouvoir justement ajuster au mieux les ailes, les ferrures et le fuselage. Alors, s'il manque une pièce, je dirais, à cet avion qui est derrière nous, c'est ce qu'on appelle la roulette de nez. Oui, alors elle va s'implanter juste dans la petite niche qu'on voit derrière nous. Dans la petite niche qui est là. Et la roulette de nez, c'est l'affaire de notre invité, Bernard Guyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le patron de Messier Doty, qui est installé à Bidos, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, quand on obtient le marché de la roulette de nez d'un avion comme ça, il faut se battre. Ça ne tombe pas comme ça. Exactement, oui. Ouais. Donc, comment vous vous êtes battu ? Parce que vous n'étiez pas les seuls à présenter une offre. Absolument. Et donc, je veux dire, nous accompagnons les programmes Airbus depuis le début d'Airbus et nous avons été toujours au sein de l'usine de Bidos, fournisseur des trains d'atterrissage de toute la famille des Airbus. Et donc, je crois que nos compétences en matière d'engineering et en matière de production ont été reconnues et ont permis de nous positionner sur cet atterrisseur qui est un des éléments essentiels, je dirais, des phases critiques du vol d'un avion comme celui-là. Alors il faut rappeler que vos atterrisseurs vont être testés à Toulouse, au centre d'essai aéronautique de Toulouse, où un banc spécial a été construit pour pouvoir tester vos atterrisseurs, votre train d'atterrissage et reproduire l'impact sur la piste des milliers de fois. Absolument. Donc je veux dire, ce train qui est un peu un monstre, je veux dire, c'est le plus gros train qu'on ait fabriqué, 3,90 m de haut, 2 tonnes. C'est quasiment la même masse que l'ensemble des trains d'atterrissage de l'A320. Et donc chaque nouveau programme est un vrai challenge en matière de conception et de développement. Et nous devons démontrer les performances de l'atterrisseur au travers d'essais de chute, la résistance statique, la tenue en endurance. Alors quand on obtient un tel marché, qu'est-ce que ça pèse par rapport aujourd'hui au compte de l'entreprise Messier Doty à Bidos ? La roulette de nez, comme on dit, et le train avant, je dirais, n'est pas la plus grosse partie des trains d'atterrissage. Heureusement, nous supportons Airbus sur l'ensemble des trains d'atterrissage et je crois que l'activité Airbus au sein de notre société pèse plus de la moitié, 60 à 70% de notre activité. Merci Bernard Guyot d'être venu de Bidos, vous associer à cette grande fête. On reparlera bien évidemment dans nos différentes éditions de cette fameuse roulette de nez. Thierry, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, cet avion, il est destiné à une vraie torture. On va tenter d'analyser les capacités de résistance de sa voilure. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir les images. Si on va les revoir. Évidemment, on n'a pas d'image des essais statiques de cet appareil puisqu'il est encore dans ce qu'on appelle son outillage. On voit effectivement là, le hall où ça va se passer, la salle de torture. Voilà, ce hall se trouve à peu près à 300 mètres d'ici. Donc une fois que l'appareil sera entièrement construit, on va l'amener dans cet espace. Vous voyez les vérins accrochés à des câbles. Eh bien, ils vont servir à torturer littéralement l'appareil, c'est-à-dire à lui faire subir toutes les contraintes qu'il sera amené à subir en vol. Et vous savez qu'il y a pour ça une réglementation internationale qui prévoit que tout appareil commercial civil doit pouvoir subir 2 G et demi, c'est-à-dire 2 fois et demi son propre poids dans les déformations. Néanmoins, les essais vont être poussés à 50% plus loin que les 2,5, ce qui va nous permettre de tester l'appareil à 3,75 G et de vérifier ensuite que tout reprend sa place. Et quand ces essais ont été terminés, eh bien, vous voyez, on pousse encore plus loin la machine et on va jusqu'à casser l'aile pour voir comment ça se passe. Tout à fait. Voilà Thierry, ça c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent pour l'Airbus qui est derrière nous. On va essayer de terminer parce qu'on est quasiment près du terme de cette émission. On va finir par un clin d'œil. On a beaucoup parlé de la particularité de cet avion, particularité mondiale. Pour ces 2 ponts. Voilà. Mais tout compte fait à y regarder de plus près, c'est pas une innovation. Et pas tout à fait, parce que n'en déplaise à nos amis d'Airbus, dans les années 50, un constructeur français, Breguet, a construit déjà un appareil à 2 ponts. Je vous propose de vous régaler avec une petite actualité des années 50 qui nous rappelle ce qu'était le Breguet 2 ponts. C'est pas vous, À Villacoublay, on poursuit activement la construction en série du nouvel avion 2 ponts Breguet 761. Cet appareil, dont le prototype était sorti en mai dernier, comporte 2 étages qui permettent de doubler pratiquement sa superficie et d'augmenter ainsi considérablement la charge utile. On peut en effet, grâce à ce double pont, transporter sur une distance de 2000 km 120 passagers et 15 tonnes de marchandises.
Avec ses 42 mètres d'envergure et ses 4 moteurs de 2100 chevaux, le nouveau Breguet 761 marque une nouvelle étape dans le renouveau de l'industrie aéronautique française. Voilà Thierry, en fait, ça c'était pour le Breguet de Pont, mais ce qui attend maintenant l'Airbus et ces deux ponts, ça va être quand même une toute autre aventure. Hein. Bien sûr, donc cet avion va quitter le hall Jean-Luc Lagardère d'ici environ 2 mois pour aller aux essais statiques. On va faire les essais qu'on a pu voir tout à l'heure. Puis l'appareil suivant, qui sera le deuxième à sortir de cette usine, va lui aller. Le premier à voler. Le premier à voler va lui aller aux essais dynamiques. Il va faire son premier vol, si tout se passe comme prévu, à la fin du premier trimestre 2005, donc à peu près dans 1 an. Ce premier vol se produira ici à Toulouse. Puis il rentrera dans toute une phase d'essai en vol, d'essai au sol, d'essai de roulage, d'essai de freinage, puis d'essai en vol dans toutes les configurations, jusqu'à obtenir le fameux certificat de navigabilité qui est délivré par la DGAC pour que l'avion soit mis sur le marché. Et mis en service dans la première compagnie, à quelle date? On imagine, si tout se passe bien, alors là c'est un pari aussi, mais on imagine que fin 2006, il devrait pouvoir être livré à Singapore Airlines, qui sera la première compagnie cliente à exploiter cet appareil. Oui, puisque le marché asiatique, il est quand même essentiel sur ce type d'appareil. Il assurera une liaison Singapour-Londres. Alors il fera une liaison Singapour-Londres et puis une très longue liaison aussi qui irait de New York à Singapour et de Los Angeles à Singapour. Ce seront des vols de plus de 15, 16, 17 heures de vol. Merci Thierry, merci à vous tous de nous avoir accompagnés durant cette édition spéciale assez exceptionnelle, on l'a dit tout à l'heure, hein, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon, et de nous avoir accompagnés dans cette usine totalement extraordinaire, hors norme, pour un avion qui lui aussi est exceptionnel et qui nous promet encore certainement de bons moments. Merci à tous. Merci Olivier, bonsoir et